Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Elle est jeune, promise à un brillant avenir. Lui, il n'est que prof. De cette relation naturellement toxique aurait pu émerger le pire, mais c'était sans compter sur leur passion commune pour l'actualité. La zone libre leur a permis de se retrouver pour vous proposer une revue hebdomadaire de l'actualité, qui la traitera de manière disruptive sans doute, virile parfois, mais toujours correcte. Bonjour Alicia, tu vas bien? Très bien, et toi? Bonjour. Gauthier, Ben comment ça écoute, va? écoute, ça va bien, très, très heureux de te retrouver pour cette revue. Alors, hebdomadaire, elle ne l'a pas été toujours, mais on va essayer de s'amender. Et donc, alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un vaste programme allant de la défense à l'Afrique en passant par l'agriculture. Du coup, voilà, on a pas mal à faire, pas mal de pain sur la planche. Du coup, je te propose de commencer. Eh bien, vas-y, Allez, je suis allons-y. prêt. Ok, on va se lancer avec le mot réarmement, quoi, qui est le mot tendance de Macron. 2024. Exactement. Voilà, qui nous a accueillis en cette année. Et je te propose d'étudier un article de Sylvie Kaufmann de la Tribune du Monde. Elle estime que dans un monde qui semble de plus en plus dominé par les rapports de force, le BITD, pour base industrielle technologique de défense, il pourrait devenir aussi important pour les sociétés européennes que la sécurité sociale. C'est pour dire. Donc, ce nouvel enjeu est éclairé par un nouvel environnement géostratégique que le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt a résumé dans un colloque à la Sorbonne le 22 janvier par compétition, contestation et affrontement. C'est De quoi, sympathique, on a oui, l'impression d'être dans un jeu vidéo. j'en ai la chair de poule. Donc, l'ancien triptyque de coopération, prévention et règlement pacifique a donc disparu. Il a dû se faire assassiner en étant incapable de se défendre au coin du bois. Malheureusement. Et donc, on est aussi dans un contexte où les États-Unis vont se réaligner sur l'Indo-Pacifique. Les dividendes de la paix et de l'après-guerre froide sont donc révolus et il faut réarmer. Autant la Russie a bien réussi à reconstituer son BITD dans le conflit ukrainien, autant les Européens, eux, donc un peu plus de mal et on est à la traîne, malgré des bases industrielles encore importantes en Suède, France et l'Allemagne. Pour eux, la guerre est une affaire de flux et non pas de stock, et aussi de vente. Et pour sortir de cette situation, il faudrait que les Européens dépensent 3% de leur PIB dans le domaine militaire, alors que la cible actuelle de l'OTAN est fixée à 2%. Voilà, dans ce scénario qui fait, qui fait peur, une petite question pour toi. Quel est l'apport de l'outil militaire à la puissance? Parce qu'on nous parle souvent de soft power, et là, à nouveau, 2024, bim, on nous parle de tout ce qui est réarmement. On revient au hard power. Oui. Exactement. Alors qu'on ne jurait que par le soft power dans les années 2010, désormais, le soft power va se limiter à se tatouer love sur les poings pour frapper les gens avec l'amour du hard power. Alors, là-dessus, donc, le soft power, c'était l'idée d'avoir des alliés, en fait, par son influence, que ça soit culturelle, que ça soit économique, bref, par des moyens non violents. Et l'Union européenne était très fière d'être un géant de la paix, une puissance de soft power, par opposition aux Américains qui, eux, avaient gardé un éventail de puissance, incluant du hard power, c'est-à-dire la capacité de frapper avec un outil militaire. Alors, les Américains, eux, étaient beaucoup moins admiratifs que les Européens l'étaient d'eux-mêmes, puisqu'ils avaient notamment un stratège américain, Kagan, si je me rappelle bien, avait sorti un livre pour dire les Américains sont de Mars et les Européens sont de Vénus. Donc, d'une certaine manière, les Européens sont des femmes, les Américains sont des hommes, des vrais, parce qu'ils ont la puissance militaire. Alors, là-dessus, c'est clair que depuis la guerre en Ukraine, on parle de plus en plus de retour de la force militaire comme un enjeu de puissance. Puisque quand on regarde en Asie,
Le Japon a considérablement réarmé. La Chine est également en cours d'armement. On le voit également en Afrique. Donc, il y a vraiment une transformation de plus en plus de la puissance comme capacité militaire. Là-dessus, on revient un petit peu à ce qui existait au XIXe siècle. On insistait beaucoup sur la puissance et on mesurait la puissance en stock d'armes, en stock d'hommes mobilisables, etc., etc. On avait complètement abandonné cette vision au sortir de la guerre froide, avec l'idée que déjà on ne faisait plus la guerre, on faisait des OPEX, des opérations extérieures, qui étaient toujours face à des ennemis bien inférieurs technologiquement à nos armées. Et donc, c'était beaucoup plus des corps expéditionnaires, un petit peu ce qui s'était fait au XIXe siècle lorsque le Second Empire avait fait plein d'expéditions coloniales et avait négligé la guerre en Europe, ce qui avait amené à la catastrophe de 1870. Donc là, j'ai un peu l'impression qu'il y a le syndrome de est-ce qu'on ne revient pas à est-ce qu'on n'est pas un peu le Second Empire? Est-ce que la Russie ne pourrait pas être notre Allemagne? Je crois que c'est une forme de psychose qui est en train de se développer. Alors, Thierry Burkhardt, ce qui est assez frappant, quand il était arrivé en tant que chef d'état-major des armées, avait immédiatement indiqué qu'il allait mettre l'accent sur les exercices, mais des exercices en situation réelle, c'est-à-dire vraiment pour former les troupes au choc. C'était avant la guerre en Ukraine, et je me rappelle un article très moqueur du Canard enchaîné qui disait, mais en fait, globalement, il s'amuse à jouer aux petits soldats, mais il est complètement paranoïaque. Ben, on voit quelques années plus tard comment l'outil militaire devient absolument central en termes de puissance, parce que derrière l'outil militaire, il y a la question de la technologie. De nos jours, la plupart des grandes innovations sont faites grâce à un outil militaire. Et on voit notamment que l'Europe, je ne sais pas si ça dit quelque chose, la stratégie de Lisbonne, Alicia. Oui, oui. Alors, c'était en 2000, on avait voulu bâtir l'Europe comme la première puissance technologique au monde devant les États-Unis, à l'horizon 2010. On en rit encore, mais peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ça avait si mal marché, c'est qu'en fait, on avait voulu faire une stratégie de développement technologique, mais qui ne s'appuyait pas sur l'outil militaire, parce qu'à l'époque, les Européens n'envisageaient pas du tout de réarmer, ils étaient un peu toujours sur Vénus. Et alors que les États-Unis, eux, ont toujours réussi à utiliser cet outil militaire pour doper leur technologie. Le problème, c'est que l'Europe part de très très loin avec les désindustrialisations, les délocalisations. Donc, on ne va pas rattraper une vingtaine d'années en quelques mois, je pense, malheureusement. Ça, c'est sûr, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est marrant. Enfin, c'est surprenant d'entendre qu'on parle d'une Europe de défense, et c'était la France qui prêchait avant dans la construction européenne pour justement construire cette Europe, une défense commune européenne. Bien évidemment, les Allemands s'en bouchaient les oreilles et c'était non. Le Royaume-Uni, pareil. Et là, aujourd'hui, c'est totalement discuté au sein des institutions européennes, avec le début de l'invasion russe en Ukraine. Oui, parce qu'il y avait une tentative, alors notamment à l'époque de Blair, fin des années 90, parce que le problème, en fait, c'est que les deux puissances qui avaient encore une vraie pensée militaire, c'était l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, et la France. Et là, avec le Brexit, alors je veux bien qu'il y ait une base industrielle en Allemagne et en Suède, qui est certainement, je respecte beaucoup les Allemands et les Suédois, hein, je ne veux pas me fâcher avec eux, mais je crois quand même que l'Europe de la défense sans le Royaume-Uni, c'est quand même un petit peu un vœu pieux à ce niveau-là. Et puis, le problème aussi de la chose militaire, c'est que c'est une forme d'état d'esprit. Il faut que les gens soient formés à envisager la question militaire. Par exemple, toi, Alicia, dans tes études, quand est-ce que tu as entendu parler des questions militaires? Très, très tard. Donc, c'était en Master 2. J'ai fait un cours de géopolitique européenne.
Donc là, enfin, forcément, avec le contexte ukrainien, je pense que c'était pas du tout le même cours qu'avant. Et là, justement, même le prof le disait lui-même que avant, il était plus sceptique à l'idée d'une défense européenne. Et là, lui-même avait justement beaucoup plus mis en avant des arguments pour justement mener vers une politique de défense commune, alors que c'était pas du tout le discours qu'il tenait avant. Du coup, c'est marrant de voir ce tournant des différents narratifs qui sont relayés même au sein des écoles et dans le contenu même des cours. C'est un peu triste quand même qu'on ait toujours besoin comme catalyseur pour comment dire, faire avancer le projet européen d'une crise ou d'un ennemi extérieur. Mais ça, c'est dès le début, puisque même dans les années 20, l'ancêtre de l'Union européenne, la Pan-Europe, qui avait été l'organisation créée en 1924 par Coudenhove de Kalergi, l'idée, c'était, le slogan, c'est Europa erwacht, l'Europe réveille-toi, et réveille-toi contre quoi? Contre la menace soviétique. Y a toujours le besoin d'une crise, d'un ennemi extérieur pour faire avancer des questions européennes. Mais après, on peut se demander si c'est pas aussi, si le russe n'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt dans la taïga, parce que en fait, les intérêts des Européens sont pas du tout les mêmes par rapport à la Russie. Alors, il y a la Hongrie, notamment, par exemple, qui a des liens commerciaux plus forts, et puis aussi même l'Italie. Alors, ils n'osent plus trop le dire. Ils ont hésité au début de la guerre en Ukraine à le dire. On a froncé les sourcils, donc les Italiens se sont rangés, mais eux aussi avaient des accords importants avec les Russes. Donc ça va être compliqué. Mais je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Tsvetan Todorov. Non. Tsvetan Todorov, c'était un Bulgare, donc. Il est mort il y a, je crois, une dizaine d'années peut-être. Et en fait, c'était un critique littéraire, mais il avait publié un livre qui avait fait beaucoup de bruit au tout début des années 2000 sur l'idée que l'Europe serait un géant pacifique. Et qu'en réalité, l'Europe inventerait une puissance qui n'aurait pas besoin de la force militaire. C'était aussi ce qu'on retrouvait dans un ouvrage de Pierre Buller, ancien ambassadeur à Varsovie notamment, qui disait que la construction européenne, c'était l'accumulation de la puissance par la négation, par le fait justement de refuser la force militaire. Et on se vantait aussi beaucoup de dire l'Europe, c'est le seul ensemble géopolitique qui arrive à annexer des pays sans force militaire, tout simplement, parce que les pays le veulent. Par exemple, quand on a annexé à l'Europe la Pologne, les Polonais étaient heureux, on n'a même pas eu besoin de les envahir militairement. Et il y avait vraiment toute une vision assez irénique qui semble un petit peu avoir disparu, parce que si j'étais un petit peu cynique, je dirais que l'Ukraine va sans doute se faire annexer après la guerre par l'Union européenne, sauf que ça sera après avoir reçu énormément d'armes, avoir mené la guerre pour les Européens en réalité. Donc c'est quand même un contexte assez différent. Et je pense qu'on observe les limites du soft power, justement, de cette construction européenne qui est un ovni dans l'histoire et même là sur la scène internationale. Et aussi les États membres n'ont pas de contraintes normalement. Si on fait Europe, c'est parce que les États le souhaitent. C'est un soft power donc normatif avant tout l'Europe, et c'est sûr que là on commence à sentir les limites quand on voit qu'autour tout se crispe et des conflits qui ressurgissent à un niveau d'intensité encore jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et du coup là c'est vrai que c'est un peu la panique. J'ai l'impression qu'on... Pardon. Ah non, c'est tout. Après, le truc du soft power, en plus, c'est que moi, je me pose toujours la question, c'est comme quand dans la cour de récré, on a peur de se faire taper par les grands de la classe supérieure, et donc on leur offre des bonbons. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une forme de lot de consolation avec le soft power, de dire, OK, on n'a plus le hard power, c'est les Américains qui l'ont, mais nous, les gens nous aiment bien.
Et je ne suis pas sûr que les gens aiment tant que ça, les Européens, surtout avec tout le discours sur les normes, qui, là encore, comme tu dis, le monde se crispe. Et les normes européennes, qui sont des normes un peu progressistes, libérales, à mon avis, perdent énormément d'attrait pour une grande partie de la planète aussi. Oui, et aussi, il faudra demander ça aux agriculteurs aussi, je pense Ah oui, bah, on y reviendra. on n'a pas dû vous le gâcher sur la suite. Alors, une dernière question, on passe à l'article d'après. Peut-être une dernière question sur le géant pacifique européen des débuts des années 2000. Est-ce que selon toi, il serait mort? Moi, je pense qu'il n'a jamais existé parce que, en fait, il y a différentes conceptions de la géopolitique. Il y a une conception très idéaliste de la géopolitique qui repose sur une communauté internationale qui, comme tu l'as dit, par les normes, va convaincre de plus en plus de pays d'y adhérer. Mais moi, je me rappelle quand j'étais lycéen et quand j'entendais la communauté internationale condamne, je me demandais c'est qui la communauté internationale? Et en fait, c'est les Occidentaux. Donc, le géant pacifique n'existait que parce qu'il y avait les Occidentaux adossés à la puissance américaine derrière et la puissance militaire. À partir du moment où il n'y a pas l'hégémonie d'un camp, et c'est quelque chose qui se met en place, on le voit avec l'émergence des BRICS, le retour de la Russie, donc en fait dès le milieu des années 2000, sans doute que l'un des tournants, c'est le discours de Vladimir Poutine à la conférence de Munich de 2007, où il tape du poing sur la table, notamment sur la question de l'OTAN, et on voit qu'il commence à y avoir une résistance. Dès qu'il y a une résistance, on quitte l'idéalisme et on entre dans la réelle politique. Et la réelle politique, c'est une puissance, n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et en outre, je pense que ce qui donne encore plus de plomb dans l'aile aux géants pacifiques européens, c'est que les intérêts des États-Unis vis-à-vis de l'Europe divergent de plus en plus. Comme le note Kaufman, les États-Unis, ce qui les intéresse, c'est l'Indo-Pacifique. Par exemple, le dernier ouvrage de Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision, qui date déjà maintenant de près d'une dizaine d'années, insistait sur le fait que l'Europe était en train de devenir un théâtre secondaire pour les Américains. Ce qui est important pour eux, c'est l'Asie. Et à partir du moment où l'Europe est un théâtre secondaire, où les Américains ne seront peut-être plus toujours là pour payer la facture de la défense, ce dont d'ailleurs ils sont un petit peu là, puisque ça fait depuis les années 60 que chaque président américain dit on voudrait que les Européens participent plus à leur défense. À partir de ce moment-là, l'Europe va surtout se retrouver dans un processus de ventre mou de la géopolitique mondiale, ce qui n'est jamais tellement bon quand vous êtes quand même une puissance économique importante. Bref, l'avenir de l'Europe est quand même un petit peu compliqué dans les prochaines années. Bon, sur cette note rassurante, je te propose un article, alors là encore un article du Monde du 29 janvier de Cécile Ducourtieu, dans le sillage un petit peu quelque chose d'insolite par rapport à toutes les manifestations qui ont lieu depuis des mois dans le contexte israélo-palestinien de la guerre à Gaza, puisque le Royaume-Uni soupèse l'idée de faire payer les frais de police aux manifestants. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre, la capitale britannique a déjà été le théâtre de 9 défilés rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le 3 février, donc pendant que nous parlons, une 10e manifestation pro-palestinienne doit défiler dans les rues de Londres pour demander un cessez-le-feu immédiat et, je cite, la fin du génocide. Si on ajoute 3 manifestations contre l'antisémitisme, c'est du jamais vu depuis les Jeux Olympiques de 2012. La facture s'élèverait déjà à 26,5 millions d'euros. 327 personnes ont été arrêtées. Les signalements auprès des unités de lutte antiterroriste auraient augmenté de 700% à cause de slogans ambigus ou antisémites.
Dans un contexte où les effectifs de police avaient été abaissés de 20 000 personnes dans les années 2010, alors que les effets de recrutement annoncés par Boris Johnson tardent à se faire sentir et que les menaces augmentent, la question de la capacité de la police à mener à bien le reste de ses missions se pose. Dans cette perspective, pourquoi ne pas faire participer les associations organisant les manifestations au financement du maintien de l'ordre, comme le font déjà les clubs de foot? Le débat politique est cependant miné pour retrouver l'équilibre, tu m'étonnes, entre logique économique et respect du droit fondamental. Dans un contexte où le droit de manifester est plus sévèrement encadré, avec le Police Crime Sentencing and Courts Act adopté en 2022 qui donnait déjà à la police des pouvoirs étendus en matière de gestion de manifestations, et le Public Order Act de 2023 qui menace les militants, notamment écologistes, de peine de prison s'ils bloquent la chaussée, on voit que le droit à manifester est un droit de plus en plus contrôlé. Alors, Alicia, est-ce que tu as déjà manifesté dans ta vie? Ah oui, 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 plusieurs Alors, quel fois. souvenir t'en as des manifestations? Comment tu... Alors j'étais même parfois je me suis faite gazer, du coup. En fait, c'est plutôt ça, c'est la violence, qui m'a toujours surpris pendant les manifestations. Bien évidemment, ça dépendait pourquoi, quelle manifestation, mais quand j'entends plus, les générations d'avant, j'ai l'impression que on allait manifester avec des familles. C'était beaucoup plus calme et pacifique. En tout cas, il y avait plus ce ressenti-là. Ça doit bien évidemment dépendre de quelle manifestation, mais j'avais eu cet écho-là, en tout cas de mes parents et de leur entourage. Et là, je pense ce qui est surprenant, c'est la violence qu'il y a, les débordements, tout, on va dire, c'est comment les gens bouent et toute la répression qu'il y a et tout, tout ce que portent les policiers pour encadrer toutes ces manifestations. Moi, je me rappelle, alors moi, j'ai jamais manifesté. Comme quoi, on dit que les jeunes sont dépolitisés, parce que je ne sais pas, c'était toujours, j'ai toujours eu un peu du mal à voir comment une manifestation pouvait faire changer les choses. Mais mon père, qui a fait mai 68, me racontait toujours que la grosse différence, selon lui, et je te rejoins, entre les manifestations actuelles et les manifestations de 68, c'est qu'en 68, un policier, un manifestant pouvait avoir un rapport frontal avec lui. Tandis que maintenant, le policier, c'est vraiment un tank. C'est quelque chose de complètement inarrêtable. Et je pense aussi que la deuxième grande transformation qui a eu lieu à partir du milieu des années 2000, c'est que le recrutement dans les rangs de la police a quand même un petit peu diminué en termes de qualité. Mine de rien, l'instauration des CRS, ça avait été une révolution après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'un CRS, c'est quelqu'un qui est formé spécifiquement pour manifester et donc qui a vraiment des nerfs, qui a une forme de self-control. Et c'était une grande rupture avec les soldats qui géraient traditionnellement les manifestations. Mais un soldat, il est là pour tirer. Et il n'est pas capable, quand il se prend des tomates dans la tête, il n'est pas capable de garder ses nerfs. Et je crois qu'on est un peu revenu, à partir du milieu des années 2000, à une police qui n'est pas spécifiquement formée pour le maintien de l'ordre, avec notamment les brigades d'intervention qui font plein de choses, qui ont souvent un niveau de recrutement un peu bas, désolé s'ils nous écoutent, et qui, du coup, en fait, sont beaucoup moins dans le contrôle que ne l'étaient encore les CRS dans les années 90. Et est-ce que tu penses aussi que est-ce que les réseaux sociaux changent un peu le profil des manifestants? Parce qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans les manifestations. Est-ce que maintenant, avec Facebook, ça va être beaucoup plus facile de... Enfin, Facebook, boomer, désolé. Avec Instagram, ça devrait être beaucoup plus facile de communiquer. Ou X, la plateforme. Oui, c'est vrai. En fait, pour moi, j'ai l'impression que ça devient plus viral, c'est-à-dire qu'il y a plus...
cette violence qui est nourrie sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ça dépend des groupes, c'est pas toute la masse c'est pas non plus un troupeau d'animaux comme ça qui vont dans la rue tout casser et se révolter. Bien évidemment, il y a plein de profils différents, mais je pense que ce qui est assez nouveau avec les réseaux sociaux, c'est donc les gens plus extrêmes et qui voilà, peuvent avoir des comportements beaucoup plus violents. Sur les réseaux sociaux, ils peuvent se retrouver et ensuite une sorte de viralité se fait et après ils vont manifester et il y a des débordements et la violence, c'est psychologiquement prouvé que ça se répand comme une traînée de poudre, plus que la joie. J'ai lu une certaine étude qui, en tout cas, la violence, ça se contamine plus facilement lorsqu'on ne connaît pas les gens. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu ça que je noterais de tous ces échanges, de tous ces débats et tout qui mènent ensuite à aller dans la rue. C'est donc voilà, c'est bien parce que ça permet de répandre et d'animer un débat, mais je pense que c'est encore très très mal structuré et très mal cadré sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup à faire et il y a trop de justement cette liberté totale qui parfois peut mener à C'est un peu la purge, hein, souvent. Et puis, ça. et puis les images choquantes dans les réseaux sociaux sont quand même beaucoup plus facilement diffusables. Ça peut jouer aussi Oui, sur la bien question sûr. des violences policières, parce que dans les années 90, les seules images qu'on avait lors des manifestations, c'était les images des journaux télévisés. Et les journaux télévisés, forcément, ne montraient pas les mêmes choses. Tandis que moi, je me demande s'il n'y a pas cette irruption de la violence policière telle qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux, qui alimente également la violence des manifestants, avec parfois en plus des questions de contextualisation. Parce qu'on voit toujours plein de scènes, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, mais il y a chaque camp qui se crispe et qui cristallise des émotions négatives autour de ça. Parce que là encore, dans les années 90, des images de violence policière, c'était quelque chose de très très rare. Alors que pourtant, déjà les CRS étaient quand même très impressionnants quand on les voyait se préparer pour les manifestations. C'est un petit peu comme, là on parle des manifestations sur la Palestine, sans les images des réseaux sociaux, est-ce que le terme de génocide se serait autant répandu, qui est un terme un peu discutable, mais qui correspond à ce que ressentent les gens quand ils voient les images. Et alors, par rapport à ça, faire payer les associations, tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Alors moi, je pense que c'est très, je trouve très libéral et anglo-saxon quand même, l'article là que tu nous as sorti forcément que voilà, il y a un peu ils n'ont pas le même Dieu qu'en France, je trouve. Le Dieu ici, c'est l'intérêt général. Du coup, il y a pas du tout cette idée que les associations, avec leur intérêt privé, vont, justement financer, donc les forces qui vont encadrer les manifestations. Moi, je trouve que c'est peut-être une bonne idée si jamais justement il y a des, débordements ou autres. Oui, là, pourquoi pas, bien évidemment, il faut faire payer, les associations en question qui n'ont pas su, on va dire, bien, cadrer et on va dire, organiser toute la manifestation. Mais pour payer les forces de l'ordre, pardon, ça me semble complètement délirant. Enfin, ça va contre justement cette idée d'intérêt général où on cotise tous pour, bien évidemment, mettre entre, voilà, cette responsabilité entre des gens qu'on espère, assez vertueux et assez intelligents pour pouvoir, cadrer et faire respecter nos droits. Bon, ça c'est un autre débat, mais, en Tu veux tout cas dire que les Français sont toujours restés dans le culte de la vertu de Robespierre, là où les Anglais sont toujours chez Burke, l'être humain, vous savez, on s'en méfie un petit peu. c'est un peu ça, oui. On peut dire que les Français sont des optimistes malheureux et les Anglais des pessimistes heureux. Un peu comme ça. Mais moi ce qui me choque un petit peu, parce que là, on sent que c'est une annonce coup de poing, en plus dans un contexte particulier qui sont les manifestations pro-palestiniennes.
Et on sait que la question palestinienne est un peu touchy, mais c'est que ça passe complètement sous le tapis la privatisation rampante en fait de la sécurité intérieure, notamment en Angleterre, où il y a de plus en plus de sécurité privée. On a baissé le nombre des fonctionnaires. C'est un petit peu comme si on avait mis en faillite le système de sécurité et qu'on disait « Ah ben il ne marche pas, désolé, il va falloir payer ». Bah, au bout d'un moment, à quoi servent les impôts? Parce que je crois qu'ils en payent aussi en Angleterre, les impôts. Oui, mais pas beaucoup, oui. Par rapport en France, Ouais. c'est pas la même chose, mais oui, ils en payent quand même, ça c'est sûr. C'est Bon, ça, avec mais si on peut même plus, si aussi les impôts ne nous donnent pas la possibilité de manifester sans payer, ça commence à devenir un peu frustrant. Et un peu une puis, arnaque. ouais, et puis quand ils comparent ça au stade et aux équipes de foot, mais les équipes de foot, elles brassent des sommes absolument gigantesques, alors que le milieu associatif, par définition, c'est un milieu un petit peu pauvre. Donc, moi, honnêtement, je vois même pas. Tu penses qu'en France, ça serait possible un débat de ce type? Non. Non, 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 je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est enregistré. Attends, on le ressortira. C'est vrai. Peut-être j'ai pas eu de boule de cristal, mais ça m'étonnerait beaucoup. Après, c'est vrai que, il y a aussi, une certaine privatisation qui se fait des services, publics différents, mais en tout cas, la sécurité intérieure, c'est quand même, voilà, très important pour, le maintien de l'ordre, tout ça et donc le gouvernement en place, du coup, ça m'étonnerait beaucoup que justement, ils justement prennent ce risque de privatiser, une telle force. Bah oui, surtout qu'en plus, on a vu qu'avec les gilets jaunes, Ah oui. c'était, c'était quand même c'est ce qui a fait tenir le gouvernement, c'est la gestion de l'ordre. Après, en plus, c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus de mouvements qui sont des mouvements très viraux, comme tu dis, où les associations ne contrôlent pas les gens qui viennent. J'imagine par exemple faire payer le maintien de l'ordre dans une manifestation de gilets jaunes. On s'adresse à qui, en fait, vu que de toute façon c'est une contestation virale et décentralisée. Là, je me demande quand même s'il n'y a pas une petite arrière-pensée de cibler des associations politiques, notamment pro-palestiniennes, parce que voilà, il y a quand même un contexte un peu particulier. Enfin, je sais pas. Et, et toi, tu vois comment parce qu'on critique aussi beaucoup les manifestations. Par exemple, les Gilets jaunes, on a critiqué en disant mais ça ruine les centres-villes parce que chaque semaine, il y a une manif. Tu vois comment ça, l'équilibre entre responsabilité économique et droit à manifester? Waouh! Vaste question. Ah, ah ouais. Ah! Ah bah, On va on essayer est de là me pour tout dire. balayer un peu. Oui, oui, on va essayer de Concrètement, un commerçant, oui. est-ce que son droit à faire tourner sa boutique est plus important que le droit à manifester ou pas? Ah, je pense, en fait, pour moi, c'est une question plus de temps. Donc, bien évidemment, son droit à manifester, pour moi, reste quand même plus fondamental. Ça, en tout cas, il y a une sûreté qu'il doit avoir lorsqu'il fait tourner un commerce. Mais c'est plus à long terme, moi, je le vois. Et je pense que c'était ça aussi qui, en France, était compliqué, c'est que ça a duré trop longtemps pour les Français, les gilets jaunes et le fait d'arrêter, sachant que bah, ils recevaient des droits, enfin, ils avaient des réponses à leurs demandes. Du coup, c'est ça qui avait l'air d'agacer beaucoup. C'était en fait le fait que ça s'ancrait dans le temps. Mais je pense que bien évidemment, tout le monde doit être sûr et certain qu'il peut un jour se lever et demander ses droits. Et du coup, c'est plus, je le vois voilà, un peu dans une temporalité qui doit faire sens. Et pour moi, en fait, cet équilibre se fait entre ce droit à manifester et l'économie. Mais voilà, il faut trouver toujours, et c'est un jeu un peu délicat et dangereux parce que voilà, il peut y avoir des pertes, que ce soit de nos droits ou du côté économique assez conséquentes.
Après, il y a, moi, c'est un truc que je trouve toujours rigolo avec les mouvements sociaux, c'est le vrai jeu de chat à la souris sur le Oui. temps. Tu sais, Mmh. c'est le gouvernement qui aime bien toujours se présenter comme maître des horloges. Mmh. Et on voit toujours le gouvernement qui va chercher à avoir le pourrissement pour quand le pourrissement arrive et que les gens sont un peu là, faire une petite avancée. On l'a vu là, on va en reparler avec la crise agricole. Il y a vraiment toujours un. Je me demande toujours dans quelle mesure on est dans la gestion de la manifestation ou dans la réponse politique. Il y a vraiment le sentiment qu'il s'agit de gérer et de décrédibiliser en fait un mouvement social, ce qui n'amène pas forcément des résultats positifs parce que, ok, on a décrédibilisé le mouvement social, par exemple les Gilets jaunes, mais est-ce que la colère des Gilets jaunes est réellement rentrée? Ou est-ce que on ne voit pas les gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes continuer en fait chez eux à remâcher leur rancune et que ça réexplose à la première occasion. C'est un petit peu. Enfin, voilà. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de passer au troisième article, donc, qui est une tribune de Gilles Luneau, paru dans Le Monde du 2 février. Justement, on en parlait, mais ça prend un peu de distance par rapport au mouvement agricole, parce que brutalement, je trouve ce qui est assez amusant ces derniers jours, c'est que la France a redécouvert qu'elle avait des agriculteurs. Et ça, Oui, c'est je triste dirais à pas dire, qu'il y a mais ouais, ils ne font pas ouais, que mourir pour du coup. Parce ouais, que bon, on entendait souvent juste cette information en France, je trouve très relayée, que c'est le premier métier avec le plus grand taux de suicide. Et là, là, on les entend bien et visiblement, ils sont on les entend pas. de les revivre. Et ça, Oui. je me rappelle, j'avais un prof d'histoire qui disait il y a une thèse à faire en histoire sur le mépris qu'ont les Français désormais pour les paysans, alors que c'est un peuple de paysans à la base. Et il y a vraiment eu la fin des terroirs dans les années 50-60 avec l'exode rural. Et c'est comme en fait si les Français avaient voulu couper leurs racines rurales, les brûler, ne plus du tout avoir de lien avec leur passé. C'est assez fascinant. Là, le passé, on l'a fait sortir par la porte, il revient par la fenêtre. Alors, justement, donc la tribune de Gilles Luneau, qui est un historien de la FNSEA, c'est sur la question de l'agrarisme et comment l'agrarisme, dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale, a pris acte du passage de la condition paysanne à celle du métier de producteur. Alors, il nous rappelle que c'est le 18 mars 1945 que le premier congrès officiel de la Confédération générale de l'agriculture a débouché sur la création d'un syndicat composé exclusivement d'agriculteurs, libérés des rentiers et des châtelains qui avaient jusqu'alors monopolisé la représentation agricole, les fameux notables du 19e siècle. Ce syndicat a pris le nom de FNSEA. D'emblée, il était divisé en deux courants. Les céréaliers, qui représentaient la droite rurale, ils étaient riches. C'est un peu des clichés. Hein. Et d'un autre côté, les petits propriétaires qui étaient de gauche, oui, parce qu'ils étaient pauvres. Vaut mieux être de droite et bien portant que de gauche et malade, comme on dit. Alors que l'enjeu de l'immédiate après-guerre était de nourrir le pays, l'idéologie de l'agrarisme, qui unirait la communauté des fermiers pour résister à la ville, est devenue un synonyme de décadence. Et l'agrarisme considérait que la ville ne devait pas avoir son mot à dire dans l'organisation des campagnes. La ferme devenait dans cette idéologie le fondement du monde agricole, organisé de manière pyramidale, avec au sommet le syndicat agricole. On voit que c'est le syndicat agricole qui avait fait l'idéologie. Désormais, le terme agriculteur allait être remplacé par celui d'exploitant. Il s'agissait de calquer l'agriculture sur le modèle de l'industrie, avec notamment la logique de la révolution verte et son triptyque engrais, pesticides, mécanisation. On n'est pas dans l'autre triptyque compétition, contestation et affrontement, mais je ne sais pas lequel je préfère des deux triptyques. Alors que le pluralisme syndical a été reconnu en 1981,
la FNSEA continue à être le seul syndicat intégré au processus de cogestion qui a été mis en place sous la Ve République, notamment lorsque le gouvernement avait fondé le Conseil de l'agriculture française. Et dans ce conseil, la FNSEA rencontrait chaque fois le ministre Jacques Chirac, grand ami des paysans, et à partir de ces réunions, elle devenait la cheville ouvrière pour mettre en application dans les cantons ce qu'elle avait négocié dans la capitale. Alors, ce qui est assez étonnant, donc, c'est que la FNSEA est toujours la seule intégrée au processus de congestion, alors qu'elle représente principalement les gros céréaliers, et loin d'être majoritaire dans le monde agricole, puisqu'en 2019, elle n'avait obtenu sa liste que 55,31% des voix aux élections professionnelles, avec 53,48% d'abstention. Donc, un paradoxe, elle contrôle les institutions, mais elle n'est forte que du quart des voix. Ceci, toute ressemblance avec une république créée en 1958 ne serait que pure coïncidence. Alors, Alicia, toi qui es en France, comment tu vois un petit peu ce mouvement des paysans? Déjà, l'impact direct que j'ai eu cette semaine, c'est ma sœur qui a eu un jour de retard pour venir me voir parce que elle pouvait pas rentrer à Paris. Je lui ai dit de monter sur un tracteur et d'arriver au plus vite avec le moment, ça serait plus facile. Mais sinon, de mon œil, je trouve avant tout, moi je regarde ça d'une perspective européenne avant tout, parce qu'en plus c'est la première politique qui est faite au sein des institutions et sur laquelle a un impact vraiment réel. C'est la politique agricole européenne, c'est la principale et c'est le premier poste budgétaire de l'Union européenne. Et c'est elle, en fait, un peu pour moi, qui guide les principales orientations à travers le continent, justement, de toute cette organisation. En plus, j'ai vu que 74% du revenu moyen des agriculteurs français proviendrait directement de cette aide de la PAC, donc la politique agricole commune. Mais sinon, je trouve que c'est un cri face à toutes ces normes européennes et qu'on demande à nos agriculteurs européens qui n'arrivent pas en fait à avoir un produit aussi compétitif que d'autres justement qui sont emmenés. Et donc voilà, je pense aux céréales d'Ukraine qui font aussi crier donc les agriculteurs polonais et qui se révoltent aussi et justement contre cette concurrence déloyale. Mais moi, je trouve que c'est totalement légitime et de voir aussi au pied du Parlement européen tous ces tracteurs, ça c'est c'est une scène quand même que je pensais pas voir un jour dans ma vie. Et c'est vrai que ça permet un peu de repenser à toutes ces racines et qui est-ce qui nous nourrit et c'est pas mal. Franchement, c'est une belle piqûre et une belle scène à laquelle je ne pensais pas un jour assister. Mais ce qui est frappant, c'est que, en fait, désormais, les agriculteurs sont de plus en plus des fonctionnaires. Moi, c'est souvent le retour quand, dans une autre vie, je faisais des études de terrain dans le monde agricole, et ça, c'est le début des années 2000. Ils me disaient, on passe notre temps à remplir des formulaires pour satisfaire les normes, pour correspondre, alors que les agriculteurs ne sont pas des fonctionnaires. Déjà, le premier problème, c'est que la terre, c'est un des travaux les plus durs envisageables, et c'est un travail qui est très difficile à planifier, parce que les récoltes, en fonction des intempéries, etc., changent en permanence. Et je trouve qu'il y a vraiment une tension dans cette profession entre le métier d'agriculteur et puis le fonctionnaire, qui lui, de toute façon, le fonctionnaire a à peu près la même productivité qu'il pleuve, qu'il vente et qu'il neige. Il peut arriver un petit peu en retard si ça neige. Et avoir laissé comme ça les agriculteurs devenir des fonctionnaires, alors que si on veut les intégrer dans des politiques plus ambitieuses et plus modernes, on pourrait en faire des aménageurs du territoire. Parce qu'il y a le gros du territoire français qui est géré par les agriculteurs. La France, c'est un jardin dont tous les héritages paysagers, notamment,
viennent du travail des agriculteurs. Et là-dessus, il y a une vraie difficulté et on peut penser que paradoxalement, la PAC a eu un impact absolument dévastateur, avec notamment ce one size fits all. Alors, il n'y a pas que la PAC, mais la question des remembrements, la destruction du bocage en Bretagne. On a vraiment détruit tout un patrimoine agricole au nom de la productivité. Et moi, j'ai un peu envie de dire qu'il y a de quoi devenir schizophrène quand on est agriculteur. Parce que dans les années 50, dans les années 60, 70, on disait être productiviste, 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 révolution verte. Et la PAC, on obtenait des aides en fonction de la quantité qu'on produisait. Ça donnait, j'étais peut-être trop jeune pour en avoir entendu parler, les lacs de vin, les montagnes de beurre, où on produisait des choses absolument en quantité délirante et qu'en fait, on n'arrivait pas à consommer, à moins de devenir vraiment alcoolique. J'aurais toujours rêvé de me baigner dans un lac de vin, ça me plaît. Et du coup, on se retrouve désormais, il y a eu un virage à la fin des années 90, on a dit, ah non mais les mecs, en fait, vous avez produit, mais c'est trop nul. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire de la qualité, des labels environnementaux, machin truc. Et c'est un petit peu comme, pour un fonctionnaire, c'est facile de changer une procédure, il a juste besoin de remplir un formulaire. Mais on ne peut pas reprendre à partir de zéro, de faire table rase d'une année à l'autre dans le monde agricole. Donc, je pense qu'il y a une vraie crise philosophique derrière, c'est de savoir dans quelle mesure l'agriculture est un peu le socle de l'Europe ou pas. Ou si c'est juste quelque chose, avec lequel on peut faire mumuse en fonction des obsessions des élites au pouvoir de manière temporaire. Et là-dessus, je pense qu'il y a un vrai problème aussi qu'on voit dans le monde agricole, mais un peu partout, c'est la question de la représentativité des organes avec lesquels les gouvernements discutent. Parce que là, c'est ce que dit l'article. Bon, la FNSEA, ils sont représentatifs parce que, en fait, le gouvernement l'a décidé. C'est la cogestion. Un peu. C'est marrant, on a fait en France ce que l'Allemagne a fait dans les années 50 dans ses entreprises, avec la cogestion, où les syndicats travaillent avec les dirigeants des entreprises pour élaborer la stratégie. Nous, on l'a fait avec le monde agricole, avec Jacques Chirac, qui, il est vrai, avait vraiment cette fibre agricole. Tu ne connais pas Jacques Chirac, mais à chaque salon de l'agriculture, il était le premier et tâtait, il palpait le cul des vaches, tellement qu'on devait retirer les enfants de la télé. De nos jours, quand Emmanuel Macron arrive au salon de l'agriculture, on doit juste se prendre un œuf pourri. Et on sent qu'il n'est pas tout à fait dans son élément. Lui, c'est plutôt au maximum l'artisanat de province, la chocolaterie, etc. etc. Donc, il y a une vraie crise de représentation maintenant du monde agricole. Et on le voit, par exemple, avec l'idée de faire une liste ruralité pour les européennes. Je ne sais pas si tu as vu passer des articles là-dessus. Tout de suite, on dit liste ruralité, invention d'Emmanuel Macron pour retirer des votes au Front National. Un peu comme si la ruralité a aucun porte-voix, si ce n'est Jean Lassalle, qui est certes un porte-voix très sympathique, avec 2 grammes dans le sang peut-être aussi. Je ne vais pas parler ni de Jean Lassalle, ni de la personne pour qui il est sympathique. Là-dessus, on peut débattre. Et toi, comment on dit souvent que ta génération, vous vous méfiez des représentants, des syndicats. Comment tu vois ça? Je suis assez d'accord avec ce sentiment. Enfin, on a un peu cette crise de représentativité, je pense. On a peur de un peu tout ce qui est ces structures, tous ces syndicats. On a du mal à adhérer. C'est vrai qu'il y a un peu cette méfiance. Je parlerai vraiment de cette méfiance des gens qui nous représentent. Et je pense que ça se reflète pas mal sur les réseaux sociaux.
justement que tout peut être tellement décentralisé et on peut s'organiser de manière tellement différente maintenant que en fait, c'est vrai que cette voie et ces syndicats qui étaient traditionnels, ça nous correspond plus trop. C'est différent maintenant. C'est beaucoup plus morcelé, je trouve, et beaucoup plus méfiant, justement, vers toutes ces structures-là. Mmh. C'est aussi parce que le travail est beaucoup plus morcelé. Désormais, on Aussi, n'a plus une situation, on a un emploi. Et un emploi, par définition, ça change tous les 2 oui. ans, 3 ans et dans ce cas-là, comment, créer des liens de confiance déjà avec des gens au travail pour bâtir quelque chose sur la durée? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point, c'est que ça bouge tout le temps. Du coup, on peut pas faire corps et on peut pas, voilà, vraiment, former un syndicat parce que c'est vrai que ça bouge tout le temps les emplois et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus difficile pour s'organiser et pour, mener une lutte qui est beaucoup plus enfin, ça s'ancre dans un temps beaucoup plus long et là, c'est tout le temps des gens qui changent autour de nous et en plus, s'ils font pas les mêmes choses, du coup, les intérêts sont pas toujours les mêmes. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout, la même organisation du travail qui permet justement, heu, Mmh. d'indiquer. On paye un peu Mmh. notre individualisme. Et C'est alors, ça. individualisme qui, là encore, joue dans la crise agricole. Parce que je trouve que c'est vraiment frappant comment on oppose les intérêts écologiques aux intérêts agricoles. J'ai vu, le titre du Monde, c'est la victoire enfin la défaite de l'écologie suite, eh bien aux comment dire? Aux accords, enfin à ce que le gouvernement a lâché de l'Est et je trouve que c'est toujours assez rigolo. On nous a fait exactement la même chose avec les gilets jaunes Mmh. en disant: «Ah, il y a le pouvoir d'achat contre l'écologie. Ah, il y a les intérêts des agriculteurs contre l'écologie». Alors ça m'étonne parce qu'on a quand même élu un président du «en même temps» et pourtant, quand il y a des revendications, c'est toujours fromage ou dessert et c'est un petit peu frustrant à la longue. Toi, tu penses, est-ce que tu penses que c'est tant en opposition que ça, l'agriculture et l'écologie? Je pense que c'est avant tout à eux de nous parler de l'écologie. Enfin, ça m'étonnerait enfin, c'est eux qui sont directement, du coup, dans un environnement, beaucoup plus écolo que nous, dans les villes. C'est vrai que c'est eux qui devraient prendre le micro et nous parler de cela. Ils ont beaucoup plus une conception, réaliste de tout ça. Nous, c'est des grandes théories, des grands idéaux, mais eux, c'est les moyens, c'est beaucoup plus concret et c'est vrai que j'espère que de ce mouvement-là et de cette révolte-là va aussi, justement enfin être entendue la voix de ceux qui vraiment, dans leur travail même, ont contact avec la terre, avec, l'environnement, l'écologie, parce que c'est les premiers qui pourraient nous amener des éléments là-dessus et non pas, nous, qui avons entre 4 murs étudié cela, mais jamais trop été sur le terrain dans une certaine mesure. Tu sais, moi alors moi, il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont tentés par le retour à la terre La parce que mienne aussi, hein. ah ouais? C'est Ah oui, vrai? oui, c'est étonnant, mais moi, Ah dans oui? mon entourage, Toi, pas tu mal t'imagines par et exemple et même moi, oui, oui, parce que mes grands-parents, ils sont paysans, du coup, c'est vrai que certaines choses, je me dis: pourquoi pas?» En plus avec, tous les moyens qu'on peut avoir, tellement on peut travailler tout en ligne, du coup, il y a beaucoup moins cette nécessité d'être au sein des villes. On peut très bien revenir vers, un modèle différent d'organisation et voilà, d'être, un peu plus au contact, dans la campagne, tout ça. C'est vrai que ça je pense que c'est beaucoup plus, glamour, comme, que enfin, pour notre génération que celle d'avant maintenant. Enfin, ça en tout cas, moi, j'observe ça autour de moi, Je que pense que la Covid a aussi quand même beaucoup fait évoluer les gens sur la ville. c'est Mais sûr. donc, pour revenir sur les gens de ma génération, Ouais, c'est donc la quarantaine. En fait, c'est que le monde des entreprises est devenu tellement dur, notamment des entreprises privées, que très souvent, il y a la crise de la quarantaine qui se termine. En fait, je vais donner un sens à ma vie, je vais faire de l'artisanat, je vais faire oui, du oui. retour à la terre. Et ce qui est frappant, c'est à quel point, en fait, j'ai un ami notamment qui avait voulu devenir agriculteur à la quarantaine
Alors, il voulait faire de la permaculture, c'est-à-dire vraiment. Donc, il avait beaucoup étudié tout ça. Et quand on en avait discuté, il avait dit à quel point le métier était dur, qu'en fait, il l'avait commencé trop tard, qu'à 40 ans, c'était même plus la peine d'y penser d'un point de vue physique, il n'avait pas tenu. Mais surtout, en fait, comment, lorsque il avait essayé d'être en contact avec la chambre agricole locale, il n'y avait pas vraiment de capacité à aider des gens de son profil. Parce que la FNSEA et les syndicats agricoles sont dans cette logique de productivité parce que, en gros, c'est les céréaliers de la Beauce. Des gens qui ont des hélicoptères privés parfois pour comment dire, surveiller leurs champs, enfin, qui sont intégrés aux marchés internationaux. Et en fait, à partir de là, quand tu arrives et que tu dis moi, je voudrais faire de la permaculture, qui pourtant, d'un point de vue écologique, est beaucoup plus viable, tu leur diras un petit peu que tu veux aller coloniser Mars, ça leur ferait le même effet. Et il y a je pense qu'il y a un vrai débat à ce niveau-là, au niveau également international, parce qu'il y a tout un mouvement, la Via Campese, si je me rappelle bien, la voix du paysan, qui cherche à donner la parole à ces paysans locaux, quel que soit leur continent, dans les institutions internationales, et notamment en critiquant la Révolution verte. Parce qu'on nous dit toujours la Révolution verte, ça a permis de nourrir la planète, etc., etc. Mais le coût de l'utilisation massive des pesticides, etc., n'a jamais été réellement évalué sur le long terme, sur l'appauvrissement des sols, etc. Donc, il y a d'un côté ce mouvement par le bas qui essaie de s'exprimer, et de l'autre, il y a, après la fonctionnalisation des paysans, il y a aussi la privatisation du vivant, avec la question des semences transgéniques, les multinationales, qui font une pression par le haut dans les institutions internationales pour, là aussi, faire avancer leur agenda. Donc, on voit qu'il y a une vraie question qui est une question systémique de à qui donner la parole. Et je crois que c'est peut-être que les normes européennes ont été un peu l'étincelle qui a fait sauter le vase. Enfin, c'était pas comme ça qu'on dit, mais tu m'as compris. Mais je crois qu'il y a un vrai problème de civilisation en fait derrière. Et en tant que géographe, je dirais d'échelle à laquelle on veut penser l'agriculture, soit très locale, soit au contraire mondialisée. Et la crise agricole, à mon avis, n'est pas prête d'être terminée à ce niveau-là, parce que on a perdu également beaucoup de savoir-faire, en fait, de savoir-faire ancestraux dans des régions entières. Je me rappelle avoir écouté jadis un vieux paysan en Ardèche. Alors, c'était sous une pluie battante, on rêvait tous de rentrer, et lui, il nous a expliqué pendant 1 heure, en nous faisant patauger dans la gadoue, le système d'irrigation naturelle qu'il avait dans ses prés de Fauche, mais c'était la chapelle Sixtine de l'irrigation, quoi. Mais quelque chose qui est certainement, paix à son âme, il a dû malheureusement décéder depuis parce qu'il était déjà assez vieux, c'est un savoir qui s'est perdu. Et de nos jours, on ne peut pas... Et ça, c'est une grosse différence entre l'Europe et les États-Unis. Je me rappelle une fois, j'avais discuté avec une chercheuse américaine sur le monde agricole, et je lui avais posé la question du déclin démographique de la paysannerie européenne, comment on pourrait compenser ça. Elle m'avait dit, c'est très simple, il faudrait faire venir des migrants, notamment d'Afrique, et leur donner des terres en Europe. Et là, je me suis dit, c'est peut-être envisageable aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas les terroirs, ils n'ont pas toutes ces spécificités. Mais alors, en Europe, c'est quand même, on voit que réalité outre-Atlantique n'est pas forcément exacte chez nous, et heureusement. Voilà. Bon, écoute, tu m'inviteras dans ta future ferme. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ça sera avec Plaisir. Alors, on attaque le dernier article. Allez. Donc, changement, là, on va justement parler cette fois de l'Afrique de l'Ouest.
et donc la France amorce une baisse drastique de ses effectifs militaires dans ses bases. C'est Emmanuel Macron qui a décidé d'une telle réduction de ses effectifs militaires au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire lors d'un conseil de défense qui s'est tenu à la mi-décembre 2023. Pour les bases de Libreville, Dakar et Abidjan, donc c'était un nœud logistique à peu près très important pour toutes les opérations au Sahel, et du coup ça marque un tournant. Par contre, la présence à Djibouti est maintenue. Donc cette volonté d'aller vite, selon l'Élysée, s'explique par un contre-coup du coup d'État au Niger de juillet 2023, qui a suivi ensuite ceux du Mali et du Burkina Faso. Du coup, Alors, j'ai une question déjà à te poser, Alicia. Quand et est-ce que dis-moi. tu as parlé de l'Afrique dans tes études? Alors, de l'Afrique, c'était pareil en master 1. Avant, j'étais plus sur une licence centrée sur l'Union européenne et l'Europe centrale et orientale. C'était plutôt ma région, mais là, en master, en première année de master, ouais, j'ai eu un C'est cours. assez tardif quand même. C'est très tardif, ouais. L'Afrique, c'est toujours à la fin du programme. D'ailleurs, on n'a pas fait attention, on l'a mise à la fin de l'émission. Mais on a reproduit le même schéma. Et je crois qu'il y a vraiment une déperdition. On parlait du savoir-faire agricole, mais aussi une déperdition de la connaissance sur l'Afrique au cours des 20 dernières années. Parce que, en fait, on a des générations d'hommes politiques qui ne connaissent absolument pas l'Afrique. Je me rappelle, par exemple, quand Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007, il avait fait un grand discours à Dakar pour lancer sa politique africaine. Et le discours de Dakar commençait par l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire du monde. Et Nicolas Sarkozy s'imaginait que ça allait être un discours qui allait relancer l'appétence des Africains pour l'Afrique, pour la France. Ou, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Emmanuel Macron, lors de sa première tournée en Afrique, où il avait dit « mais ce n'est pas moi qui vais régler les problèmes de climatisation ». Devant un parterre d'étudiants africains. Donc on sent que les dirigeants français continuent à jouer la comédie comme si l'Afrique était importante pour eux, pour les raisons historiques, notamment liées à l'ancien empire colonial, mais qu'en fait, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Qu'il y a une forme de sacrifice absolument complet et de désintérêt des liens avec l'Afrique, notamment, comme ton programme en est un exemple, au bénéfice de la connaissance sur l'Union européenne. Un exemple typique, donc il y a une grande partie de l'Afrique qui est francophone, qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors la francophonie est toujours complexe en Afrique, mais ils en font partie. Et lorsqu'il y avait eu le traité de Maastricht de 1992, où on a inscrit dans la Constitution que la République française participait aux institutions européennes, eh bien, les partisans, notamment de la francophonie, avaient suggéré qu'on inscrivit également qu'elle participait à la francophonie, pour justement créer une sorte de deux piliers de l'existence de la France dans le monde, le pilier européen de valeur constitutionnelle et aussi le pilier de la francophonie. Eh bien, les européistes s'y étaient opposés. Ce qui fait qu'on a vraiment un paradoxe. On s'ancre de plus en plus dans un ensemble européen qui, lui, est de moins en moins francophone. Puisque il y a encore 30 ans, il y avait près de, enfin je ne peux pas dire des bêtises, mais il y avait au moins la moitié des textes de l'Union européenne qui étaient rédigés en français. Désormais, si on est au-dessus de 5%, c'est le bout du monde. Donc il y a vraiment un paradoxe à ce niveau-là, et on peut dire que le gilet est progressivement détricoté, et que là, on arrive vraiment aux dernières mailles avec la présence militaire. Tout à fait. Hein. Ça, c'est vrai que
ça se voit de plus en plus que la France, elle laisse, voilà, tous ses intérêts d'Afrique, elle quitte. Il y a tout, donc voilà, comme là l'article mentionne. Et je pense que la pilule a du mal à être avalée parce que l'Union européenne, forcément, se concentre plutôt sur son voisinage, donc sur les Balkans, mais notamment sur la Géorgie, l'Arménie, tout ça. Mais ça s'intéresse absolument pas à l'Afrique. Et je pense aussi on parle pas assez des Russes qui, eux, il en a conscience, la France, que maintenant c'est un terrain qui a été conquis par les Russes et par les Chinois. Donc la Chinois plutôt d'un point de vue économique, je dirais. Et les Russes, un peu plus, je dirais même narratif, idéologique même, dans une certaine mesure, en justement nourrissant un sentiment anti-français et qui a justement été un peu une flamme et l'étincelle vraiment qui a mené vers les coups d'État qu'on a pu voir. Et du coup, il y a ces influences russes et chinoises auxquelles en fait la France n'était pas du tout préparée pour s'en défendre, et du coup elle est amenée, chassée maintenant de ces pays, et son influence est réduite, et voire même, ce qui est dangereux justement, ces sentiments anti-français et ce passé colonial dont Emmanuel Macron justement avait évoqué pendant les crises. J'avoue, j'ai plus la date en tête, mais il avait bien dit qu'il fallait justement revoir ce passé colonial qui, dans les programmes de l'éducation aussi, posait problème, et sur lequel il fallait revenir pour justement maintenir une bonne relation avec ces pays en question. Après, moi, je me demande dans quelle mesure les pays africains n'ont pas plus tourné la page du passé colonial que les Français eux-mêmes. Parce que, en fait, bon, déjà, la colonisation, ça a été une période très courte de l'histoire africaine. Et maintenant, la décolonisation s'est achevée dans les années 60. Je pense que ce qui irrite beaucoup plus les Africains à l'heure actuelle que le passé colonial, c'est le côté normatif des relations imposées notamment par les Occidentaux. Quand les Chinois ont percé en Afrique, ils signaient des accords no strings attached, sans contrainte avec les Africains. Et les Africains étaient vraiment très enthousiastes parce que pour la première fois, on leur faisait signer des accords de business sans leur faire la morale sur la nécessaire démocratisation, les droits de l'homme, etc., etc. Et mine de rien, ça rappelle quelque chose aux Africains quand on leur fait la morale sur les droits de l'homme, la démocratisation, parce que ça leur rappelle le fardeau de l'homme blanc du 19e siècle, où on disait, oui, il va falloir coloniser l'Afrique parce qu'ils sont esclavagistes, ils sont machins, ils sont trucs. Donc je me demande si on n'a pas un petit peu creusé notre tombe en gardant une forme un peu d'arrogance, et qui passe d'autant plus mal parce que c'est une arrogance européenne, alors que les Européens ont quand même colonisé l'Afrique. Donc faire la morale alors qu'on a colonisé, il y a vraiment un moment, ça fait erreur 404. Et là-dessus, quand on voit le délitement extrêmement rapide de la présence française en Afrique au cours des 20 dernières années, et qu'on le compare au maintien qui avait suivi après la décolonisation, notamment via la France-Afrique. Alors la France-Afrique qui avait évidemment beaucoup de tares, qui était souvent un réseau un petit peu proto-mafieux, mais il y avait quand même toujours dans la France-Afrique l'idée que la France était une puissance qu'on pouvait craindre, mais qui avait du hard power, qui savait se faire respecter, avec des gens comme Foccart, par exemple, à la tête de la France-Afrique, dont on a dit beaucoup de mal, mais qui avait une vraie fibre africaine. Et à l'heure actuelle, il me semble que les Africains se retrouvent parfois avec des formes d'ectoplasme, en soft power, qui leur font la morale, alors que les Chinois et les Russes leur disent un petit peu, comme la devise de McDonald's, venez comme vous êtes, hein, on vous prend.
je me demande s'il n'y aurait pas un vrai examen de conscience à se faire en tant qu'occidentaux sur notre propension à un peu faire la morale à tout le monde à ce niveau-là. Mais je ne sais pas, c'est peut-être ma fibre anticoloniale qui parle. Ouais, tout à fait, je rejoins, 100 sur ce que tu dis par rapport à ce sentiment-là, mais c'est souvent le reproche justement qui est, fait aux Européens, puisque, l'Union européenne, elle, négocie beaucoup de partenariats économiques et c'est tout le temps ça qui revient, c'est tous ces débats. Est-ce que justement on doit, collaborer avec des pays dictateurs, avec justement des gens qui ne respectent pas, les ils ne reconnaissent pas, ne respectent pas les droits fondamentaux. Du coup, c'est vrai que quand on voit par rapport à l'histoire et quand on était justement des colonisateurs, ça fait quand même un peu, un peu moche, quoi. Oui, et puis il y a aussi un autre truc quand même qui, moi, me taraude un petit peu, c'est le rapport entre la France et les États-Unis. Parce que on ne respecte que ce qui est fort. Et justement, la France, pourquoi dans les années 70, 80, 90, était-elle encore respectée en Afrique? Parce que c'était une puissance. Il y avait cette idée de la grande puissance, de la vision gaullienne de la puissance, qui, alors qu'elle était graduellement abandonnée en Europe dès les années 80 avec la construction européenne, a perduré en Afrique, peut-être parce que c'était un théâtre un peu plus excentré. Et à partir des années 2010, s'est développée l'idée que la France allait devenir le shérif adjoint des États-Unis. En fait, les États-Unis sont le shérif du monde, la France serait le shérif adjoint, on les aiderait. Et là, le désengagement militaire en Afrique correspond bien à cette logique, parce qu'en réalité, on ferme les bases françaises, ou du moins on les dégarnit, parce qu'on va coopérer avec les Américains sur la question. Mais là-dessus, le gros problème, et ça on en a fait, c'était Valéry Giscard d'Estaing, le premier président, qui avait voulu créer le G2, c'est-à-dire, dans les années 70, la codirection des affaires économiques du monde par les États-Unis et son shérif adjoint économique, la France. Les Américains avaient très vite dit, écoute, t'es bien gentil avec ton G2, mais on va faire le G7. Et comme ça, quand on est à 7, il y en a 6 nains qui se tapent dessus et les États-Unis qui surplombent. Et il y a toujours une forme de leurre dans lequel tombent les Français, parce que les élites françaises rêvent de discuter d'égal à égal avec les Américains, alors que la seule manière de discuter d'égal à égal avec les Américains, c'est de se faire respecter en les regardant dans les yeux. Mais c'est certainement pas en fusionnant avec eux des activités, parce que du fait de la masse critique américaine, nécessairement, les Américains finiront par dominer le deal. Et ça m'inquiète particulièrement pour l'Afrique, parce que les Américains sont présents en Afrique depuis les années 2000, et c'est notamment l'arrivée des bases militaires américaines en Afrique qui a foutu le bordel au Mali. Parce que brutalement, les Maliens ont cru que les experts militaires américains allaient leur permettre de notamment mater les populations touareg du Nord. Et en fait, les Américains ne sont pas compétents en Afrique. Parce que là encore, il y a une question de savoir-faire, il y a une question de capacité à agir, alors que l'armée française, elle, avait des compétences beaucoup plus importantes. Le désastre malien, c'est moins les compétences de l'armée française qui sont à mettre en cause, c'est tout simplement l'absence de vision politique. Parce que comment, avec une armée qui tient dans le Stade de France, vous voulez gérer un pays qui est grand comme, je crois, 5-6 fois la France? Enfin, il y a un vrai problème politique à ce niveau-là. Et donc, d'une certaine manière, si on diminue la présence sur le terrain de l'armée française en se disant, on va coopérer avec les Américains prendront le leadership politique, je ne suis pas sûr que ça va nous amener à de brillants succès. Je crois que les Russes ont un boulevard devant eux. Ils peuvent nous dire Большое спасибо. Je pense la dernière question pour un peu synthétiser tout ça et revenir, c'est dans quelle mesure le continent africain échappe-t-il à l'influence occidentale, en fait? Parce qu'aussi on parle de l'Africain, du continent, mais il est tellement divers et beaucoup plus grand que l'Europe, contrairement aux cartes qui étaient imprimées. Et
il est beaucoup plus grand que notre continent. Et voilà, dans quelle mesure, toi, tu verrais que cette influence encore occidentale opère et existe en Afrique? Déjà, au niveau de la langue, il y a quand même une grande déperdition, notamment du français. Par exemple, au Sénégal, de plus en plus de gens apprennent le mandarin plutôt que le français, parce que c'est un petit peu la langue de l'avenir en termes de commerce, c'est comme ça qu'ils le voient. Donc, par le haut, par la mondialisation, le fait que la mondialisation devient de moins en moins occidentale, il y a une remise en cause, mais aussi par le bas, avec, je pense encore au Sénégal, l'affirmation du Wolof, c'est-à-dire de langues nationales unitaires qui quittent leur statut de langue tribale pour devenir de vraies langues de communication avec le développement des médias. Je me rappelle d'un rappeur Youssoupha qui avait dit que désormais l'une des principales motivations pour les jeunes à Abidjan, je crois qu'il vit à Abidjan, pour apprendre le français, c'était le rap français. Donc paradoxalement, on voit que par le haut, l'Afrique connaît un processus de désoccidentalisation. D'ailleurs, je me demande s'il ne s'en porte pas plus mal, parce que depuis qu'il y a la désoccidentalisation, l'Afrique s'intègre de plus en plus à la mondialisation. Peut-être parce que les deals que leur proposent les Chinois ou les Russes sont un peu moins néocoloniaux, malgré tous les reproches qu'on peut leur faire de ne pas assez parler des droits de l'homme. Mais que d'une certaine manière, l'ancrage encore occidental de l'Afrique se fait par le bas, notamment par l'immigration, par la création de véritables diasporas, de zones d'échange. Mais là encore, c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à percevoir, notamment en France, parce que c'est les cultures populaires qui sont très influencées par l'Afrique du fait tout simplement de la répartition sociale de la population, et que ces cultures populaires, en France, on a du mal à les reconnaître. Mais c'était pareil avec les cultures bretonnes, flamandes, etc. au XIXe siècle. Donc, je pense que, en fait, l'Afrique est en train de basculer comme une grande partie du monde vers la désoccidentalisation. C'était ce qu'annonçait Hakim El-Karoui, l'essayiste, il y a déjà près d'une vingtaine d'années. On est en train de le voir devant nos yeux. Voilà. Mais écoute, Alicia, je pense qu'on a bien brossé fait un beau tour, oui. les 4 articles. Je te remercie beaucoup. Et puis, donc, on se dit à la prochaine fois. Très bien. À la prochaine fois. À plus. À plus. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.